Depuis 48 heures, les médias nous abreuvent d'informations sur Alep et la Syrie, accusant Assad et Poutine. De quel point de vue aborder ce genre de propagande de masse, ce sont ces mots, pour ne pas tomber dans tel camp ou tel autre camp? Ah, il faut bien voir que deux choses. La première, c'est que ce sont les mêmes médias qui nous disaient que Saddam Hussein disposait d'armes de destruction massive, qui pouvaient très rapidement mobiliser, et que les services américains et anglais, Tony Blair, George Bush, avaient fait circuler cette rumeur pour justifier l'attaque contre l'Irak. J'avais aucune sympathie pour Saddam Hussein, mais il n'avait pas ces armes. Et c'était un grand mensonge. Comme était un grand mensonge, le fait que l'armée irakienne était rentrée dans les incubatrices au Koweït, avait jeté des enfants prématurés par terre et les avait enlevés des incubatrices. Donc, en vivant dans un monde d'enfumage. Et c'est pas parce que la même chose est dite dans Le Parisien, Le Monde, Le Point, un peu moins le Nouvel Observateur, je dois dire, à mon étonnement et à leur décharge, et dans l'Express, que c'est vrai. C'est pas vrai, c'est de la perception. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans cette affaire? Il est vrai que le clan Assad, dans l'histoire de la Syrie, a été poussé par, disons, des pays occidentaux en espérant tirer avantage, et que de leur côté, les Russes, car le clan Assad était malin, se sont également implantés, et le clan Assad a essayé de jouer les uns et les autres. Bachar el-Assad était un ophtalmologiste, il n'était pas prévu pour le pouvoir, c'était un modéré dans la famille. Donc, il est arrivé en Syrie et il a voulu, dans la mesure où c'était possible, compte tenu de l'organisation des services, l'organisation du pays, apporter, disons, une certaine modernisation à son pays dans un système qui n'était pas particulièrement aimable, mais qui était une modernisation avec une classe moyenne qui apparaissait. Cela ne pouvait pas être toléré. Dans un pays du Sud, quand une classe moyenne apparaît, qui a des responsabilités et qui les prend, c'est non, du point de vue du système atlantiste, du système de la City et de Wall Street. Ça, c'est une chose. L'autre, beaucoup plus frappante, c'est que, disons, le projet était de faire un vaste pipeline pour le pétrole et le gaz, pour que l'Europe se détache de la Russie et cet approvisionnement énergétique venu à partir de l'Arabie Saoudite, du Qatar, en passant par la Jordanie et finalement la Syrie. Alors la Syrie n'a pas voulu, et les Russes ne voulaient pas. Parce qu'ils disent, la Syrie disait, si je fais ça, j'irai tout dans le même camp et on finira par m'éliminer. Donc ma logique, c'est d'équilibrer les uns les autres et rester au pouvoir. Donc ils ne voulaient pas. Et à ce moment-là, il fallait les punir. Alors, évidemment, il y a ce projet, on l'appelle le pipeline sud-nord, hein, qui arrivait lui aussi en Syrie. Et on voulait que des gens, peut-être bien pires que Bachar el-Assad, viennent au pouvoir en Syrie, les djihadistes, qui eux ne seraient peut-être pas opposés à ce que Latakia et Tartous viennent descendre pour ce pays sud-nord, pour ce pipeline sud-nord. Maintenant, il y en a un autre projet. C'est ce qu'on appelle le pipeline est-ouest. Celui-là part, évidemment, éventuellement du Golfe Persique, de l'Iran, et remonte tout le long de l'Iran, ensuite passe par la Syrie, en passant par une partie de l'Irak et de la Syrie, où est le Kurdistan, et enfin arrive à l'attaquer à Tartous. C'est quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant, en fait, pour l'Europe, avec ces pays-là. Parce que l'Iran dispose de ressources géologiques immenses, gazières, mais aussi en or et en cuivre, et d'autres encore, en fer. Donc il y a toute une entente à faire, et l'Iran est quand même un pays différent de l'Arabie Saoudite. On ne peut pas comparer des gens qui en Arabie Saoudite sont une sorte de régime hors sol, et je dirais même hors islam, à un système comme l'Iran, qui certes a bien des points contestables, mais un pays, il y a une nation, il y a des gens qui étudient, il y a quelque chose, des gens qui travaillent. En Arabie Saoudite, les Saoudiens ne travaillent pas, ils sont payés pour ne pas travailler. On fait travailler les immigrés, et quand on a assez, on les chasse. Donc là, il y a une forme d'alternative. Et cette alternative, il ne fallait pas qu'elle existe. D'où on a poussé à cette guerre pour faire tomber Bachar. Alors qui? L'Arabie Saoudite et
le Qatar, qui ont financé des djihadistes qui sont passés d'Irak en Syrie. Et peu à peu, s'est mis en place ce qui s'est passé. Il est vrai que Bachar, probablement parce qu'il avait peur d'une opposition démocratique trop violente, sachant bien que la CIA depuis longtemps l'a financé, il a lâché des djihadistes. Il y a comme une erreur. Et ces djihadistes criminels, ces djihadistes sont passés aussi de l'autre côté. Donc on a eu une situation en Syrie où c'est devenu ingérable, avec la CIA qui a commencé depuis très longtemps, et les services anglais aussi. C'est l'opération contre Mossadegh en 1953, qui voulait l'indépendance et un Irak indépendant. Et c'est l'opération maintenant contre ce que représentait Bachar el-Assad. Donc disons bien, il faut voir les sources toujours. Je vois en France, on parle tout le temps de racines chrétiennes, racines chrétiennes. D'accord. Moi je dirais sources plutôt. Mais là il faut voir aussi les sources, si on veut voir les racines de cette guerre. Et là elles sont là. Elles sont ce que je vous décris. Ça on n'en parle pas. Et il y a aussi les solutions. Si il y a un accord entre la Chine qui veut investir en Syrie pour reconstruire la Syrie, entre la Russie et les différents pays, y compris les États-Unis, qu'il y a un accord pour reconstruire la Syrie, les gens reviendront chez eux, ils veulent revenir chez eux. Ils ne sont pas amoureux de Calais. Ils veulent être chez eux. Et quand ils viennent, c'est par désespoir, avec des compétences. Donc, ils voudraient ces compétences les exercer chez eux. Il y a des camps dans cette région, ce que les Européens, avec leur délicieux langage, appellent les hotspots. Dans ces hotspots, il faut que les gens puissent vivre. Il faut leur donner des tentes qui sont bonnes, qui préservent des vents du désert et du froid. Il faut de la nourriture, il faut des soins médicaux, il faut que les enfants puissent être éduqués. Les organisations humanitaires l'ont dit, les pays ne suivent pas, ne financent pas. Donc, si on veut, il faut pendant 1 an que les gens puissent vivre là, qu'après qu'ils retournent chez eux. Ça suppose la victoire contre Daesh. Et là, la chute d'Alep, c'est le début de la victoire contre Daesh. Ce qu'on vous raconte ici, c'est que tous les gens, certes, n'étaient peut-être pas très recommandables à Alep, mais que c'était beaucoup de démocrates et beaucoup de gens qui étaient de front islamiste, mais des terroristes pas trop nocifs. Ils ont coupé des têtes, ils sont livrés à des atrocités. Et si vous voulez, d'un coup, résumer les choses, ce qu'on dit en France, c'est que c'est le méchant Obama, le méchant Parlement anglais, qui ont empêché la France de bombarder avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, de bombarder Bachar quand il avait les armes chimiques. J'étais avec des gens qui ont été au Conseil de défense, qui disaient que ça aurait été une véritable catastrophe. Parce qu'il y avait à ce moment-là des gaz toxiques, des deux côtés d'ailleurs, et vous auriez provoqué des morts partout. Et je veux bien qu'on se préoccupe aujourd'hui du sort d'Alep, et c'est épouvantable pour les gens qui y sont. Et on ne fait jamais une opération de guerre en étant gentil et en aidant tout le monde. C'est la même chose à Mossoul d'ailleurs. Bien, mais qui vous parle de l'immense danger que court le barrage de Mossoul, qui à tout moment peut s'effondrer, et qui provoquerait à peu près 1 million de morts, s'il s'effondrait. C'est fait sur du sol de mauvaise qualité. Saddam Hussein a voulu le faire très vite, il a été mal fait. Il y a un très grand risque. Et tout ce qui était utilisé, tous les équipements qui étaient utilisés pour le consolider, ont été pris par Daesh à Mossoul, mais pas seulement. C'est allé aussi dans d'autres endroits, y compris à Alep, pour creuser des tunnels et organiser une résistance contre les mécréants, c'est-à-dire ceux qui les combattent. Donc il y a eu cela. Et pensons à toute cette région à reconstruire. Il faut reconstruire Alep, et c'est pas beau ce qui a été fait, mais il faut reconstruire Mossoul, mais il faut reconstruire toute la région, et il y a un effort commun à faire. Or, en France, on va dire qui a raison, qui a tort. Ah, ils ont tort. Et ça, cette attitude française, moi, est une attitude qui, des deux côtés, est, disons, écœurante. Disons le mot, écœurante.